Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Notre édition de 20h revient sur le calvaire vécu par les voyageurs de la SNCF. C'est l'enfer du TGV 85-38. Plus de 20 heures de retard. Nous poserons la question à l'ancien ministre Dominique Bussereau. Quel est le mal profond de la SNCF ? Nous parlerons de l'affaire de Nantes qui relance la question des violeurs récidivistes et des violences faites aux femmes. Un violeur déjà condamné pour 12 viols et tentatives à récidiver. On entendra l'avocat pénaliste Patrick Maisonneuve. Dans le grand entretien du jour, nous recevons Roselyne Bachelot. Il sera question de cette rentrée scolaire tellement hors norme, de la culture évidemment, mais aussi de sa propre résurrection politique dans le gouvernement Castex. Et puis nous parlerons de l'icône française. Notre consoeur Raphaël Baquet racontera Catherine Deneuve. Elle signe un extraordinaire portrait dans Le Monde sur la star inaccessible. Ils se souviendront du TGV 85-38, plus de 1000 passagers ont donc vécu ce long calvaire, 24 heures pour rallier Paris depuis Hendaye. Le hashtag « Je suis 85-38 » a fleuri dans la nuit. Les enfants, les valises de retour de vacances, la climatisation coupée, l'attente interminable avec les annonces des retards successifs. On va voir la carte qui explique ce calvaire interminable. Regardez, 2 incidents successifs ont eu lieu. C'était un défaut d'alimentation, puis un caténaire arraché. Tout ça a retardé à ce point la route vers Paris. Écoutez quelques-uns des voyageurs tout à l'heure. Un vrai cauchemar, on ne savait pas ce qui se passait, quasiment pas d'informations. C'est assez déplorable et on n'était surtout jamais informés. Donc on ne comprend pas trop un petit peu comment cette crise a été gérée, ça semblait assez catastrophique. Je ne peux pas croire que ce soit l'intérêt des voyageurs qui a été privilégié. Voilà, donc c'est grave, franchement c'est hyper grave. Avec nous en direct, Dominique Bussereau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien ministre, vous étiez ministre des Transports dans les gouvernements Raffarin et Fillon. Votre regard sur ces événements, est-ce qu'il y a un côté la faute à pas de chance ou est-ce qu'il y a une vraie logique ? Écoutez, ça arrive partout. J'ai été moi-même victime d'un incident ferroviaire de très longue durée dans un pays que vous connaissez bien, la Suisse, samedi matin, pendant plusieurs heures, entre Montreux et Lausanne, sans aucune information, sans aucun transport de ressources et de substitution. Donc malheureusement, dans le transport ferroviaire, ce type d'accident arrive longtemps. Alors, on est là, au sud de Bordeaux, avec une caténaire très ancienne, des installations qui ont été faites avant la Deuxième Guerre mondiale, modernisées petit à petit. Et simplement pour rappeler un souvenir historique, en 1955, c'est là qu'a été fait le record mondial de vitesse entre Dax et Morsinx, à 331 km/h, et la caténaire a été arrachée déjà à l'époque sur plusieurs dizaines de kilomètres. Donc, on est dans une zone à risque, mais ce qui s'est passé, la galère des voyageurs, la galère des clients de la SNCF, naturellement, n'est pas acceptable. Le masque, la durée, le temps, l'absence d'information, 12 à 15 heures de retard. Je comprends que la SNCF et Jean-Baptiste Djebari aient décidé d'accorder 300% de remboursement aux voyageurs qui l'auront bien mérité. Vous citiez la Suisse, on peut citer d'autres pays. Quand on se compare, on se rassure, comme disait l'autre. Mais il y a eu quand même beaucoup de cas français. On va en voir le rappel. Même pas affiché, il n'y a rien. Eh ben, il n'y a plus de train. Donc on doit aller prendre le train à Austerlitz. Ah d'accord. Et c'est la galère. Pourtant, 4 mois plus tard, c'est encore Montparnasse qui est touché. Un dimanche après-midi, un bug informatique sur un poste d'aiguillage laisse plus de 20 000 personnes sans transport. Plus aucun train ne circule, faute d'alimentation. J'avais un mauvais pressentiment, je sais pas pourquoi. Depuis hier, je me sens pas ce voyage. À l'origine de ces difficultés, l'enchaînement de plusieurs pannes électriques au cours de la journée. Mais la SNCF semblait bien en peine d'apporter plus de précision. Les équipes opérationnelles sont à pied d'œuvre pour diagnostiquer l'incident. 10 km de voies sont privés de courant. Tous les trains s'arrêtent net en rase campagne. À bord, les batteries maintiennent l'éclairage pendant 30 minutes. Mais pas la climatisation ni le chauffage. Le trafic des TGV est ce soir très perturbé au départ de la gare Montparnasse à Paris, jusqu'à 2 heures de retard. Le responsable, le voilà. Il est presque 18 heures. Les équipes de la SNCF interviennent pour dégager la voie sous les yeux des 750 passagers. À cause de l'accident, il n'y a plus de courant dans le train. Dominique Bussereau, quand même, ça fait beaucoup.
Oui, ça fait beaucoup trop. Alors, il y a 2 types d'incidents. J'étais avec ma famille dans l'incident du 30 juillet 2017. Là, il y a eu un incident global dont la SNCF porte à l'époque la responsabilité. Elle a mal managé le passage d'un système technique à un autre. Après, il peut y avoir des incidents liés à Dame Nature, un orage, des arbres qui tombent, etc. À chaque fois, le problème est le même. Il faut que les contrôleurs à bord aient l'information pour la donner aux passagers. Il faut que les passagers aient de l'eau et une nourriture minimum. Maintenant se rajoute le problème des masques. Donc, il est vraiment très important que la SNCF améliore encore, mais je sais que son président Jean-Pierre Farandou est très attentif, ces mécanismes d'information. Vous savez, quand on est pris en otage dans un pépin de transport, ça peut arriver en bateau, ça peut arriver en avion, des retards, des problèmes météo, etc. On sait que ça peut arriver. On est très déçu, on est furieux, on rate des rendez-vous, on rate des vacances. Ce qu'il faut vraiment, c'est que l'information soit donnée. Et puis qu'on mette en place des systèmes alternatifs. Ce que je ne comprends pas hier soir, c'est que si longtemps, dans une zone qui n'est pas une zone de montagne, entre la côte basque et Bordeaux, on a mis autant de temps à apporter des services aux voyageurs et à mettre en place au minimum des cartes de substitution jusqu'à Bordeaux, où là, les TGV circulaient normalement en direction de Paris. Dominique Bussereau, merci d'avoir été avec nous en direct. Merci beaucoup. L'actualité est aussi marquée par la rentrée. Demain, 1er septembre, Emmanuel Macron s'adresse notamment aux élèves qui reprennent dans la journée de demain. Vous allez voir, c'est un message qu'il a publié tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Demain, c'est une rentrée un peu particulière parce que le virus est toujours là et qu'il faut vous protéger. Donc je compte beaucoup sur vous dès demain matin pour appliquer les gestes barrières, le port du masque et tout le reste. Professeur Deray, bonsoir. Bonjour. Vous êtes chef de service à la Pitié-Salpêtrière. Il y a des questions qui se bousculent chez les parents d'élèves, chez les enseignants, sur le degré de danger. On avait tout entendu sur les enfants. D'abord, on avait dit qu'ils ne peuvent pas être touchés. Après, on a été dans un autre sens. Aujourd'hui, en l'état de ce qu'on connaît, est-ce qu'il y a un danger pour les enfants ? Alors, il faut qu'on se mette dans un contexte. La reprise scolaire est vitale. Les enfants, ça fait 6 mois qu'ils sont désinsérés de l'école. L'école doit reprendre. Et on doit tout faire pour qu'elle puisse se faire à peu près normalement pour l'année. On ne peut pas gérer cette affaire de la Covid juste sur un plan sanitaire. Ça, c'était la période du confinement, que du sanitaire. On protégeait des vies. Maintenant, c'est plus complexe. Et pour l'école, on doit tenir compte de ce paramètre. Ce d'autant que si les enfants ne vont pas à l'école, les parents ne peuvent pas aller au travail. Donc oui, les enfants doivent reprendre. Je sais que je n'ai pas répondu à votre question. Est-ce que les enfants sont en danger ? Globalement, non. Pourquoi ? Parce qu'on sait que la Covid-19 touche peu les enfants et surtout, elle ne les touche pas sévèrement. Donc, est-ce qu'on met en danger la santé des enfants avec l'école ? Je pense que non. On entendra tout à l'heure Jean Castex qui dit « Attention », c'est ces mots, on les expliquera d'ailleurs, « Attention à papy et à mamie qui vont chercher les enfants ». Est-ce que ce doute-là, ce danger-là reste ? C'est-à-dire que les générations gardent une forme de prudence dans les contacts. Est-ce que ça reste vrai ? Bien sûr. Et toute la gestion qu'on va avoir, on entre dans une zone grise, on entre dans une zone inconnue. La médecine, c'est pas toujours blanc-noir. Et pourquoi il y a tant de débats ? Parce que justement, il y a des zones qui sont des zones d'ombre. Est-ce que les enfants sont très contaminés ? Non. Est-ce qu'ils sont très contaminants ? Probablement moins, en particulier en dessous de 10 ans. Donc si on prend ces éléments-là et qu'on remet les enfants à l'école, le risque pour les enfants n'est pas très important. Et oui, il va falloir qu'à l'intérieur de l'école, on gère les choses de façon extrêmement bien pour pas qu'ils se contaminent. Et oui, il va falloir faire attention aux sujets fragiles et donc à papy-mamie. On entendait votre première remarque. Est-ce qu'il faut tuer cette fausse opposition entre l'économie et la santé ? Pour la santé, pour l'économie, en même temps, il faut retourner à l'école. C'est même plus global que ça. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est dans un ensemble qui est économie, santé, société, et que dans le débat que nous avons là, on doit faire débattre un ensemble de personnes qui sont des médecins, des épidémiologistes, des éthiciens, des sociologues. Ce n'est pas une décision qui n'est que sanitaire. C'est un des éléments. Ne pas dramatiser le fait que le virus circule, il le faut ? Alors, il faut dire la vérité. Il faut dire ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. C'est ça qu'il faut dire. Donc, le problème, ce n'est pas de dramatiser ou de dramatiser, c'est de donner les éléments. Le virus circule, ça c'est clair. Il a d'ailleurs toujours circulé. Il est en croissance depuis le déconfinement, ça c'est clair. On a sans doute déconfiné un peu vite et avec une certaine légèreté, c'est ce que je pense. Ah oui, vous pensez oui ? Oui, je pense, oui. Je pense qu'on n'aurait pas dû déconfiner aussi brutalement et que c'est ce qui fait aussi que le climat n'est pas bon. On prend une claque avec le confinement. Puis on nous dit, partez en vacances, faites la fête. Et on a fait la fête en France, beaucoup. Et tout d'un coup, on reprend une claque. Il aurait peut-être été plus simple
de déconfiner en douceur, de ne pas faire certains regroupements majeurs, et puis d'arriver doucement à la rentrée avec quelque chose de plus contrôlé. Donc on a pour l'instant une situation qui est quoi ? Qui est du virus partout en France. Ça, c'est nouveau. Hein. Il y en a partout, il n'y en avait pas partout. 3000 nouveaux cas d'infection, c'est le chiffre qui est tombé il y a quelques instants. Absolument. Et c'est intéressant ce chiffre, parce que s'il se vérifie dans les jours qui viennent, ça veut dire qu'il est à la baisse. Souvenez-vous qu'on était monté à plus de 7000 en fin de semaine. Donc j'attends avec impatience et intérêt les jours suivants. Si on prend l'exemple de la Mayenne, et si on est capable de reproduire la Mayenne en France, nous contrôlerons l'épidémie. L'autre notion qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il faut s'inscrire dans un temps long maintenant. 1 à 2 ans. Il faut tout réfléchir en temps long. C'est pour ça aussi que ça ne peut pas être que du sanitaire. Vous ne pouvez pas imposer du sanitaire pendant 2 ans à la France ou même à l'Europe. Écoutons le ministre, M. Blanquer, qui parle de la réaction qu'il faudra avoir si des foyers se forment dans certaines écoles. Cela suppose aussi une très grande vigilance sanitaire, qui veut dire donc, un protocole assez strict quand même, et en même temps, une capacité à fermer dès qu'un cas est détecté et qu'on veut rompre une chaîne de contamination. Mais on a déjà vécu ça en juin, vous voyez, ça fait partie des retours d'expérience dont on a pu bénéficier en juin, c'est-à-dire, à un certain moment, on a ouvert des écoles, on était obligé de les refermer juste après, et puis on les a réouverts, précisément parce qu'on prenait les mesures qu'il fallait. Est-ce que médicalement, là on ne parle pas de politiquement, on ne parle pas de psychologie, médicalement, c'est de bonne politique? Alors, si, il est clair que médicalement, je vais insister aussi, la reprise de l'école. Ouais. Les enfants qui ne prennent pas l'école, c'est aussi un danger sanitaire et médical. Maintenant, si on prend que la Covid, nous aurons des clusters dans les écoles. Quand on prend les exemples dans le monde entier, il y a des écoles qui vont refermer, c'est sûr. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit à la fois très bon dans la prévention et très réactif. Très bon dans la prévention, ça veut dire le masque, on va sans doute en parler, mais c'est aussi avoir des espaces autour de soi qui ne soient pas collés les uns contre les autres. Et puis, est-ce qu'on a des sanitaires dans les écoles pour se laver les mains au moins 5 fois par jour pendant 30 secondes ? J'ai interrogé un petit groupe d'élèves de 15-16 ans qui me disaient... C'est comme les distances dans les écoles. C'est ça, c'est ça. Je les ai interrogés pour voir, ils me disaient, mais vous rêvez, dès qu'on va aller en cours de récréation. Néanmoins... C'est comme le masque dans la cour de récréation. Alors, ils m'ont tous dit, on ne le mettra pas. Et moi, je leur ai dit, il va falloir le mettre. Mais très sérieusement, il faut qu'on applique tout ça. Si on applique tout ça, on limitera mais fortement ces clusters ou ces foyers épidémiques. Et ensuite, eh bien, il va falloir réagir très très vite et protéger les adultes. Les adultes, les enseignants, ceux qui servent à la cuisine, ceux qui gardent, eux, il faut qu'ils aient des masques, il faut qu'ils aient une distance quand ils sont en classe, il faut les protéger. Et ensuite, au moindre signe, on dépiste, mais vite, hein, dans la journée on dépiste. Hein, et si on a un cas positif, alors s'il faut, on ferme une classe ou on ferme une école. Quelques images encore, elles sont très impressionnantes un peu partout en France. Hein, ce sont ces queues qui se forment de gens qui veulent se faire tester. En venant dans ce studio ce matin, je voyais ces queues interminables qui se forment. C'est pas toujours. On sent qu'il y a parfois un problème d'offre et de demande. D'abord, ça marche pas si bien. Alors, c'est pas ça, c'est que du coup, là encore, c'est étrange parce qu'on n'en avait pas assez. Ouais. Maintenant, on a un peu l'impression qu'on veut vous en donner beaucoup. Ouais. Et on veut faire la démonstration que la France est capable de faire le plus de tests possible, le meilleur en Europe. Je ne crois pas que ce soit la bonne politique. Ça ne sert à rien de faire 3 millions de tests comme ça. D'abord parce que ça crée des queues gigantesques. Moi, qu'est-ce que je veux ? Je veux des tests rapides dans la journée. C'est-à-dire que je voudrais pouvoir avoir un rendez-vous dans l'heure et le résultat le soir. Et le résultat de ces gens qui font la queue pour tout et n'importe quoi, c'est que j'ai 3 jours pour avoir rendez-vous et 3 jours pour avoir le résultat. Pas partout, heureusement. Mais c'est un problème. Donc je préférerais plutôt qu'on limite les tests qu'on fait, on ne sait pas pourquoi, et qu'on fasse des tests pour les patients, les contacts, les zones à risque. Qu'on en fasse éventuellement moins, mais plus ciblés. Conseil très concret pour finir. J'ai un peu mal à la gorge, je tousse un peu. Là aussi, on est passé d'un extrême à l'autre. Avant, très peu de gens se testaient. Maintenant, on a l'impression que tout le monde veut vite aller se faire tester. Est-ce que c'est de bonne logique ? Alors, oui, parce que vous avez des symptômes. Mais là, dans les gens qui vont se tester, il y en a plein qui n'ont rien. Ouais. Ils veulent savoir. Et là, ça ne sert à rien. Alors, rien, parce que si vous êtes négatif, d'abord, vous avez toutes les chances d'être négatif. Hein. Et si vous êtes négatif, vous allez le faire quoi ? 3 jours plus tard, 5 jours plus tard ? Au bout de 15 tests, votre nez va être un peu abîmé. Hein. Donc, non, ça ne sert à rien. Professeur Deray, merci beaucoup. Merci à vous. Un autre titre du jour est la polémique sur les violeurs et la récidive. C'est un long combat pour les femmes, souvenez-vous, pour que le viol soit puni comme il se doit. L'avocate Gisèle Halimi en avait fait l'un de ses plaidoyers historiques. C'était il y a plus de 40 ans.
Aujourd'hui, la controverse porte sur l'affaire de Nantes. Un violeur déjà condamné pour 12 viols et tentatives, récidive. Il avoue le meurtre et le viol d'une adolescente de 15 ans le 20 août. La justice croyait qu'il s'était amendé. Il voyait souvent son psychothérapeute. Maître Maisonneuve, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le pénaliste. On rappelait ce souvenir, Gisèle Halimi, c'était 78, ce grand procès à Aix pour faire reconnaître l'importance de la loi sur le viol. Ça avait changé les choses. Ça fait plus de 40 ans. On voit ces images qui le rappellent. On a l'impression que 40 ans après, plus de 40 ans après, la justice, souvent, est lente. Elle est lente, mais notamment en ce qui concerne les crimes sexuels, la justice a progressivement, et depuis d'ailleurs ces mouvements, cette lutte menée par Gisèle Halimi, ce combat mené par Gisèle Halimi, a fait preuve de plus de rigueur. Moi, c'est malheureusement 40 ans que j'exerce cette profession, et je peux vous assurer que les cours d'assises sont beaucoup plus sévères à l'encontre de ce que l'on appelle les crimes sexuels. Au moment de la condamnation, mais ensuite dans l'exécution, dans la libération, dans le fait de prendre en compte, comme c'est le cas ici, qu'il y avait quand même 12 viols et tentatives. Beaucoup de gens se diront... Il y a une inconscience. Écoutez, je crois qu'il y a une chose qu'il faut dire à celles et ceux qui nous écoutent, c'est que des cas de récidive, il y en aura toujours. Il y en a toujours eu dans notre histoire judiciaire, dans l'histoire de notre pays. Il y en a aujourd'hui, il y en aura demain. Il ne faut pas faire croire à celles et ceux qui nous écoutent que l'on pourrait éradiquer totalement la question de la récidive ou de la réitération, parce que c'est une nuance juridique, mais peu importe. Donc cette récidive, elle existera demain. Donc il ne faut pas se dire qu'à partir du moment où il y a un cas de récidive, un événement tragique comme celui que nous avons vécu dernièrement, eh bien, il faut échanger la loi, etc., etc. J'entends ici ou là des responsables politiques qui font des moulinets, je dirais, par rapport en disant moi je. Non, soyons sérieux. La loi, elle est très complète d'ailleurs. Il y a des problèmes de moyens qui se posent. Alors, la récidive, oui. Il faut essayer d'anticiper le risque. D'abord la condamnation elle-même, et je pense notamment à ce cas, le violeur qui a été violeur et assassin aujourd'hui, puisqu'il a reconnu les faits, même s'il y a la présomption d'innocence. Ce sont des jurés qui l'ont condamné. Ce sont des jurés, une peine de 18 ans de réclusion criminelle. Pas appliquée jusqu'au bout. Il n'a pas eu une libération, à ma connaissance, je ne connais pas précisément ce dossier, mais il n'a pas eu une libération conditionnelle. Il n'a pas été libéré à mi-peine. Il y a des libérations anticipées avec un contrôle. Est-ce qu'il y a suffisamment de contrôle ? Non. Est-ce qu'il y a suffisamment de moyens ? Non. Ne jetons pas la pierre ni aux juges d'application des peines. Parce que d'abord, il y a une chose qui est certaine et que tous les acteurs judiciaires savent très bien, à quelque niveau que ce soit, y compris d'ailleurs l'administration pénitentiaire, c'est que lorsqu'il y a des libérations conditionnelles, il y a moins de risques de récidive que s'il y a ce qu'on appelle des exécutions de peine sèches, des sorties sèches, comme on dit, c'est-à-dire en bout de peine. Donc il ne faut surtout pas tuer aujourd'hui. C'est la conscience de la justice moderne. Tout le monde est considéré comme récupérable, mais dans la pesée d'intérêt entre la société et les droits de la défense. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où une personne qui a commis 12 tentatives et viols dans des circonstances épouvantables, est-ce qu'on ne doit pas admettre que la mise à l'écart de la société... Je ne veux pas, si vous préférez, il y a une graduation dans la peine. Vous ne pouvez pas juger de la même façon et condamner de la même façon un violeur, même si c'est gravissime, qu'un assassin, parce que sinon, au bout d'un moment, ça n'a plus de sens. Et je dirais que c'est même très dangereux d'aller dans ce sens-là, parce que le prédateur, à ce moment-là, il peut se dire, puisque je vais avoir le maximum de la peine, et bon, essayons de ne pas me faire arrêter, je vais tuer à ce moment-là. Donc il faut faire attention aux effets pervers de décisions très tranchées et très répressifs. Plus de moyens pour celles et ceux qui sont en charge de ces libérations anticipées. Il y a aujourd'hui 27 délégués à l'approbation, 27 000 délégués à l'approbation. Il en faudrait sûrement plus. Ils sont totalement submergés par les dossiers. Mais entendons que le garde des Sceaux nous dise ce qu'il entend faire par rapport à cela. Alors, en attendant le garde des Sceaux, entendons la réponse de la justice, en l'occurrence notamment du procureur tout à l'heure. Il n'y avait pas le moindre élément qui puisse penser à une forme de fragilisation
de l'intéressé ces derniers temps qui aurait pu le conduire à passer à l'acte. Vous pouvez le surveiller, vous pouvez le contrôler, vous pouvez même lui donner des médicaments, mais il y a toujours une petite faille, un trou dans la raquette. Voilà, c'est une défense qui va à l'appui de ce que vous dites. Oui, je rejoins ce que dit notamment Serge Portelli, le magistrat. Le risque zéro, il ne va pas exister par rapport. Il y a un encadrement, il y a des avis qui sont donnés, notamment en matière de crimes sexuels. Il y a des collèges d'experts qui vont donner un avis au tribunal de l'application des peines. Les parties civiles, les victimes peuvent être également consultées, mais on ne peut pas être garanti à 100% qu'il n'y aura pas de risque. Vous savez, le vrai prédateur sexuel ou le vrai criminel sexuel, il peut très bien tenir un discours tout à fait apaisé, tout à fait cohérent et tenir un discours totalement mensonger. Ça peut être été le cas. Quand même, pour conclure, il y a cette part de l'opinion, ça va d'une opinion à droite jusqu'à une opinion féministe qui dit attention, les peines ne sont pas assez lourdes, demeurent trop légères. Il y a une sorte de double discours de notre société. Qui dit, en théorie, oui, on a pris conscience, mais la justice n'a pas suivi. Les peines, encore une fois, sont prononcées par des jurés qui sont des citoyens comme vous et moi. Maître Maisonneuve, merci beaucoup. Le grand événement de cette semaine sera le procès de Charlie Hebdo. C'est un procès pour l'histoire. Les frères Kouachi et Amédi Koulibaly sont morts, mais leurs complices sont en accusation. C'est l'occasion de saluer aussi l'acte de courage d'hommes et de femmes qui ont affronté les assassins djihadistes ou qui ont aidé les survivants. C'est le cas de Lassana Bathily qui a contribué à sauver les otages de l'Hyper Cacher face à Amédi Koulibaly. On va l'entendre dans un instant. Ici, d'abord, ce rappel des faits. À l'étage, Amédi Koulibaly retient plusieurs otages. Lassana Bathily, lui, met à l'abri des clients dans une chambre froide où il s'est enfermé aussi. Il propose très vite au groupe de s'enfuir par le mont de charge. Il connaît le magasin, il sait que c'est la seule issue possible vers l'extérieur. Seul, il parvient à s'enfuir. Il fournira des éléments précieux aux hommes du raid. Nombre d'otages, plan de la supérette. Il est 17h10. L'ordre de lancer l'assaut vient d'être donné. Les hommes du raid et de la BRI savent qu'à l'intérieur de la supérette, le suspect est en train de réciter ses dernières prières. C'est le moment qu'ils choisissent pour intervenir. S'ensuit un échange de tirs d'une rare violence. Amédi Koulibaly ouvre le feu sur les policiers. Puis tente un geste suicidaire, il sort du magasin. Il est abattu sur le champ. Lassana Bathily, bonsoir. Bonsoir. Ça fait 5 ans. Oui. Aujourd'hui, vous avez 30 ans. Oui, c'est ça. Quels sont les souvenirs pour vous quand vous revoyez ces images? C'est le souvenir que j'ai eu toujours, comme ça fait passer un an, ou comme le premier jour. C'est les mêmes souvenirs. Les mêmes souvenirs. Quand je vois ces images, ça me fait revivre les mêmes choses. On va entendre le procureur, l'homme qui a incarné vraiment la justice pendant cette année terrible de 2015. C'est François Molins qui nous a accordé une interview. On la verra en intégralité demain, ici même. Mais d'abord, quelques mots qu'il prononçait à votre sujet. C'est un peu l'avantage de ces circonstances qui permettent aussi de voir émerger certaines personnalités qui étaient peut-être... avec personne n'aurait pensé à Lassana Bathily, à l'Hyper Cacher, et pourtant, il y a eu une action qui a permis effectivement de sauver des vies. Voilà, personne n'aurait pensé à vous. Rappelons les événements en quelques mots. Donc, à ce moment-là, vous travaillez à l'Hyper Cacher? Oui, c'est ça. Depuis combien d'années? Depuis 2012. Vous êtes dans le sous-sol? Oui, j'étais dans le sous-sol. C'était dans le sous-sol parce que moi, chaque vendredi, j'ai fini à 13h. Comme on avait reçu les commandes vers midi 45, mon collègue qui est décédé, il m'a dit que je puisse descendre en bas pour stocker les restes des commandes. Quand je suis descendu, quelques minutes, j'ai entendu un coup de feu dans le magasin. À ce moment-là, il y a les otages que vous allez contribuer à sauver. Vous les faites entrer dans la chambre froide? Oui. À ce moment-là, quand j'ai entendu tous les clients commencent à descendre avec mes collègues, commencent à descendre, ils disaient que les terroristes sont entrés dans le magasin. Mais moi, je n'ai pas su directement, je crois que c'est des braquages, parce que comme j'ai entendu déjà que les magasins étaient déjà braqués avant que je vienne,
mon collègue Isari, quand il est descendu, que je me suis demandé qu'est-ce qui se passe réellement. Est-ce que c'est une attaque terrorisme ou c'est une braquage? C'est elle qui m'a confirmé que c'est une attaque terrorisme. C'est en ce moment que j'ai reçu tout le monde. J'ai fait rentrer dans le centre consulaire. Ouais. On était tous rentrés, j'ai fermé la porte. Là, vous jouez un rôle actif parce que vous allez sortir par derrière, c'est ça? Ouais, j'ai pris mon charge. J'ai pris mon charge en sortant. Ma grande surprise, quand je suis sorti, j'ai vu les policiers sont tous arrivés et ils m'ont pris comme des complices. Oui, d'abord, ils croient que vous êtes complice? Oui, ils m'ont pris comme complice. Ouais. Et ils vous menottent? Oui, j'étais menotté pendant 1h30. Ouais. J'étais menotté pour faire savoir que je ne suis pas un terroriste. Ça a pris quand même un peu le temps. Ouais. Et là, vous allez jouer un rôle clé parce que vous donnez d'abord les clés du rideau de fer et des informations. Oui, j'ai donné des informations parce que après, quand ils ont su que je ne suis pas un terroriste, ils m'ont demandé si je connaissais bien les magasins. Ouais. J'ai dit évidemment, je connais bien. Après, ils m'ont donné un plan, comment ça s'appelle, un papier pour que je puisse dessiner les plans de magasins. Quand j'ai dessiné, en même temps que j'avais un directeur qui était blessé aussi, il avait des clés sur lui. Ils ont récupéré les clés. Moi, j'étais à l'extérieur. Ils m'ont montré si je connaissais vraiment les clés de magasin. J'ai dit, ouais, je connais bien. Après, j'ai pu identifier les clés pour faciliter l'ouverture des portes, pour faciliter l'assaut. Il y a cette circonstance incroyable. Vous êtes malien d'origine. Amélie Coulibaly est aussi malien. Et même, vous êtes de deux localités très proches au Mali. Oui, c'est ça. Ouais, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin, moi et lui. Deux destins inverses. Ouais, David. Ouais, la seule différence, c'est que lui, il est né ici, moi, je suis né au Mali. Sinon, on est des mêmes ethnies, on parle presque la même langue. C'est la seule chose qui change, quoi, les naissances. Quand vous avez compris ça? Quand j'ai compris ça, bon, au début, j'avais peur, hein, parce que je disais, comme lui, il s'est comporté comme ça, bon, j'ai peur que ça va créer un peu des problèmes. Même ma famille qui sont sur place au Mali, j'ai un peu peur, mais ça va. Il y a plus d'1,5 milliard de musulmans dans le monde, l'immense majorité paisible, peut être très pratiquant, même très conservateur, mais paisible, qui ne recourt pas à la violence. Et puis il y a cette petite frange de terroristes. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui marque? Bon, la différence, c'est qu'il faut que les gens ils comprennent des choses. Même nous, les musulmans pratiquants, on est victimes presque des fois, parce qu'on est victime du terrorisme. Du terrorisme qui sont là pour dire qu'ils sont en train de lutter contre, pour protéger les musulmans ou pour combattre pour les musulmans. Mais c'est faux, parce que même eux, dans leur tête, que nous qui sommes croyants, ils ne nous traitent pas, on est des vrais musulmans. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, on condamne ce qu'ils sont en train de faire. Déjà, moi, j'ai fait ma religion, je suis né dedans, j'ai appris la religion. Tout ce qu'ils sont en train de faire, moi, je ne connaissais pas ça. La religion, c'est pour la paix et vivre ensemble. Mais pour tuer d'autres personnes pour la religion, ça, je ne sais pas où ils ont appris ça. Il faut rappeler ces images où on vous remet le passeport français. Ça s'est fait extrêmement vite. Hein. On a beaucoup prononcé le mot de héros. Vous n'aimiez pas le mot, hein, c'est ça? Oui, non. Bon, mais le fait est que vous avez eu ce geste, cet acte héroïque dont parlait tout à l'heure François Molins. Voilà, ça, j'imagine, c'est un souvenir très fort pour vous quand vous recevez la nationalité française. Ouais, c'est un souvenir, ça me touche énormément parce que je ne pensais pas que ça va prendre cet impact parce que 2 semaines après qu'ils ont fait la cérémonie de mon naturalisation, il y avait presque tous les ministres, il y avait ma famille, il y avait des amis. Franchement, c'est quelque chose qui m'a touché énormément. Aujourd'hui, les jeunes vous écoutent beaucoup, hein, dans votre quartier, etc. Quel message vous leur donnez? Le seul message que je peux dire, c'est faire confiance à eux-mêmes. Dans l'avenir, rien n'est facile. Il faut lutter pour avoir, il faut combattre, il faut travailler. On est un peu plus de 5 ans après, le procès des attentats va s'ouvrir. On l'a compris, les auteurs ne sont plus à la barre. Il y a beaucoup de complices. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Ce sera vraiment un fait dominant de cette semaine. Qu'est-ce que vous espérez? Ces procès, beaucoup entendu. Ça fait presque 5 ans qu'on attend ces procès. C'est vrai que les terroristes sont morts, mais quand même les complices, on veut vraiment savoir la réalité, ce qui s'est passé vraiment, les attentats. Et les terroristes, les complices puissent punir par leurs actes. Voilà. Punir, il faudra punir les complices, pour vous, ça fait partie? Oui, il faut les punir par leurs actes. Rappelons le courage de Franck Brinsolaro, le policier qui défendait les gens de Charlie, de Ahmed Merabet, qui a été tué à bout portant, les secouristes, ce commissaire de la BAC,
courage inouï qui est entré, on parle plus tard là, dans le cas du Bataclan, seul avec son chauffeur affronter les terroristes. Voilà, tous ces actes de courage hors normes, la leçon pour finir. La leçon, c'est, comment ça s'appelle, la lutte continue, quoi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Lassana Bathily, vous témoignez mercredi déjà au procès. Merci beaucoup. Et nous allons nous retrouver dans quelques instants. Roselyne Bachelot sera l'invitée de cette édition de 20h. Et avec nous, Roselyne Bachelot, Madame la Ministre, bonsoir. Bonsoir Darius Rochebin. Vous êtes un des principaux visages de cette rentrée, on va en parler, rentrée culturelle bien sûr, mais aussi économique, scolaire. Le Point, il y a quelques minutes, le magazine Le Point publie un éditorial à votre sujet. Il dit que vous pouvez être la personne qui donne du baume au cœur à une France morose. D'abord, c'est un très beau compliment. Ça engage, ça oblige, parce que c'est vrai que le pays traverse une crise très profonde. Et autour de quoi peut-on se réunir? Autour de quoi peut-on espérer, si ce n'est pas l'identité culturelle de la France? Parce que c'est porteur de promesses, c'est porteur d'union nationale, d'unité, de devenir. C'est aussi ça que je porte. Et je ne suis pas quelqu'un qui envisage... même si je traite l'urgence, et je fais que ça auprès de gens qui sont parfois désespérés, mais je veux leur dire que c'est bon d'espérer, et c'est bon d'espérer en la France, bien sûr. Est-ce que la bonne humeur marche dans l'économie? Oui, parce que l'économie, c'est toujours une question de confiance. De confiance entre les êtres, de confiance dans le système politique, c'est sans doute ce qui nous manque le plus. Alors ça, il ne s'agit pas d'un optimisme béat, parce que la crise est profonde, il y a des secteurs sinistrés, dans le patrimoine, dans le spectacle vivant, il y a des gens qui se posent des questions sur la façon dont ils vont vivre. C'est-à-dire qu'il faut être de bonne humeur, mais apporter aussi des solutions. C'est ce que je fais avec les différentes mesures que je prends pour tous les secteurs sinistrés de la culture. Vous connaissez les journalistes. Dans ce même éditorial tout à l'heure, il y a évidemment un peu de pique. Ah bah aussi. Évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Disant, voilà, cette bonne humeur, c'est ce qui manquait à la galaxie Macron. Beaucoup d'inconnus, beaucoup de carrières avortées. Vous manquiez? Vous leur manquiez? Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis peut-être quelqu'un de l'ancien monde, oui. C'est un retour de l'ancien monde, un peu. Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis quelqu'un qui n'est pas là pour faire carrière. Mon grand âge fait que je suis là. Vous avez fait une très belle carrière. Je suis la doyenne de ce gouvernement. Je ne suis pas là pour faire carrière. Si j'avais choisi mon petit confort personnel, je ne serais sans doute pas rentré au gouvernement. Je me suis dit d'abord, on me le propose. Et puis ensuite, c'est une aventure extraordinaire. C'est un poste dont j'ai rêvé quand mon père recevait André Malraux à la maison et que je me cachais sous la table pour écouter leur conversation. Si un jour on m'avait dit « tu seras dans le bureau d'André Malraux », c'eût été... oui, un fantasme. Et donc, voilà, je veux être au service de mes concitoyens et que pendant le court laps de temps qui m'est imparti, le président de la République et le Premier ministre ont parlé de 600 jours. Je veux que ces 600 jours soient utiles chaque minute. Regardons la photo, c'est dans le JDD. Vous êtes effectivement dans ce bureau de Malraux qui est légendaire. Il y a un petit côté, au même temps, presque... Voilà, petit côté... salon doré, avec des très belles boiseries. Voilà, oui. Le Palais Royal, tout ça. C'est magnifique. Est-ce que ça a un goût de revanche? Alors ça, c'est un sentiment qui m'est totalement absent. Il serait humain. Oui, mais de revanche de quoi? De revanche de quoi? J'ai quitté la politique en 2012 volontairement. J'ai pas été renvoyé de la politique. J'ai pas subi un échec électoral. La revanche. J'ai ensuite travaillé. J'ai travaillé ici, à la place où vous êtes, Darius Rochebin, et j'y ai vécu des moments absolument extraordinaires. Ma vie a été remplie d'opportunités, de joie, de bonheur. Je suis une pessimiste, comment dirais-je, je suis une pessimiste raisonnable. Revanche, quand même, j'employais ce mot parce que Dieu sait si vous avez été moqué, y compris pour ça, pour avoir été à des places de saltimbanque, vous avez été beaucoup attaqué. Oui, alors je me suis toujours demandé
S'il n'y avait pas un peu de jalousie, pourquoi pas. Mais surtout une sorte d'arrogance chez certains qui critiquaient cela. Faire de l'information, vous le savez bien, est un métier honorable. Nos concitoyens en ont besoin. J'ai traversé sur ce plateau la crise, le confinement. J'ai essayé de faire mon boulot parce que j'avais une capacité d'expertise qui était importante en apportant sur cette antenne de LCI une information de qualité, des analyses de qualité. J'ai essayé d'être la plus professionnelle possible. C'était un challenge extraordinaire. Roselyne Bachelot, je reviens à vous. Dans ce gouvernement, vous êtes vraiment une figure, vous, Dupond-Moretti, c'est peut-être les plus visibles. Les critiques diront, est-ce que ça n'est pas un gouvernement de briques et de broc entre vous, Éric Dupond-Moretti, un Le Drian? Quelle cohérence il y a au fond? La cohérence, elle est fixée par la ligne politique du président de la République et du Premier ministre. Donc, heureusement qu'on n'est pas... Un président de la République avait parlé des petits pois dans une boîte. Heureusement que nous ne sommes pas cela et que chacun a sa personnalité très différente. Pourquoi voulez-vous qu'on soit tous pareils? Vous avez une drôle d'idée d'Arnus Rochebin. Oh là 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 là. Les Allemands. Non, mais il faut changer. Les Allemands ont en partie, les Anglais ont en partie. Ici, on a l'impression que votre seul point commun, c'est le président. C'est un régime très présidentiel. Alors, c'est une force peut-être, c'est une faiblesse aussi. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Mon seul point commun, c'est la France et les Français. C'est la seule chose qui m'importe. Si j'ai accepté ça, si j'ai accepté ce poste, c'est d'abord pour ça. J'ai eu le sentiment que dans ce drame que vivait notre pays, parce qu'il faut bien l'appeler par son nom, c'est un drame, ça peut être transformé en opportunité. C'est en cela que je veux que ce soit joyeux. Mais je ne me suis pas dit, c'est d'abord pour suivre un homme ou une équipe, c'est d'abord pour être utile à mon pays. Je suis à un âge, décidément ça fait 2 fois que j'en parle, vous allez dire que je fais un complexe, ce qui n'est pas le cas. Voilà, c'est la seule chose qui m'importe. Je ne fais pas carrière, je le répète. Madame la ministre, l'actualité, ce sont ces dernières minutes encore. Emmanuel Macron qui arrive au Liban. Dieu sait si c'est un voyage très observé, avec des éloges très marqués, avec aussi des critiques, ceux qui disent « attention, il y a un risque d'interventionnisme ». Agir au Liban de manière aussi spectaculaire, y retourner, pour vous, c'est de bonne politique? C'est absolument indispensable. Le but, là, du voyage d'Emmanuel Macron est très centré sur les questions sanitaires. Parce que ce Liban, ce pays ami de la France, est très durement touché. C'est aussi l'anniversaire du Grand Liban. On a le centenaire de la création du Grand Liban. Donc tout ça, ça a un sens, l'histoire entre le Liban et la France. Et évidemment, chacun à sa place doit tenir son rôle. Il y a les trésors patrimoniaux de Beyrouth ont été très durement touchés, les quartiers patrimoniaux, le musée national du Liban. C'est la raison pour laquelle je me rendrai au Liban dans la première quinzaine d'octobre avec une équipe du ministère pour voir comment on peut agir en coopération avec le Liban. Parce que là aussi, le Liban, c'est comme la France, dans une période de difficulté, c'est autour de la culture, c'est autour d'une identité nationale, c'est autour de l'espoir que ça porte qu'on se reconstruit. Vous l'annoncez ici, donc, vous vous rendrez au Liban. Je me rendrai au Liban dans la première quinzaine d'octobre. La dimension de la culture française, vous êtes aussi ministre de la francophonie, Dieu sait si ça compte, c'est la grande tradition des lycées français dans le monde oriental. Ici, avec quels moyens? On dit souvent des Français, pardon, oui, vous arrivez avec beaucoup de promesses, et puis après, l'intendance ne suit pas toujours. Avec quels moyens vous pouvez arriver? À quels moyens vous arriverez là-bas? On a effectivement des moyens de coopération. On va d'abord faire un état des lieux, on va cibler des priorités. Est-ce que il y a aussi beaucoup de fonds qui ont été appelés autour du Liban, plusieurs centaines de millions. La coopération internationale et la coopération de la France est présente. Nous allons, avec les Libanais, choisir des opérations prioritaires. Je n'ai pas l'intention de saupoudrer l'aide de la France et l'aide qu'elle peut apporter aussi bien directement en fonds, mais aussi en ingénierie de ces reconstructions d'un quartier patrimonial, des quartiers patrimoniaux de Beyrouth. On a une capacité d'expertise tout à fait extraordinaire. C'est pour ça que je me rendrai au Liban avec une équipe. Donc les moyens vont être là, bien sûr. C'est très intéressant ce qui se passe au Liban, parce que la France réaffirme une forme de rayonnement jusqu'à encourir le reproche, d'interventionnisme, etc. Oui,
C'est aussi un peu la France, le Liban. Mais la construction du Liban s'est faite avec la France, parfois d'ailleurs de façon assez musclée. Je me suis rendu plusieurs fois au Liban. Les Franco-Libanais sont partout. Je pense à Wadji Mouawad, qui est le directeur du théâtre de la Colline. Je pense à Pierre Audy, qui est à la tête du festival d'Aix-en-Provence. Je pense à tant de Libanais qui irriguent la culture française. Je pense à tant de Français qui ont irrigué cette culture libanaise. Le Liban, c'est un pays frère. Déclaration à l'instant d'Emmanuel Macron, c'est exactement les mots. Vous êtes vraiment en symbiose, là, on ne peut pas être plus. Voilà. Libanais, vous êtes comme des frères, c'est incroyable. Vous avez comment est-ce qu'on appelle ça en médecine, ça, en fait, la transmission de pensée. Vous êtes comme des frères pour les Français, je vous en ai fait la promesse. Il revient à Beyrouth pour faire le point sur l'aide d'urgence et bâtir avec vous les conditions de la reconstruction et de la stabilité. Beyrouth, où vous irez donc dans quelques jours. Votre place dans ce gouvernement, j'y reviens. Femme de droite, on peut toujours dire ça? Oui, c'est ma famille politique. Je dirais femme gaulliste, avec tout ce que ça représente de volonté de surmonter un certain nombre de clivages politiques. Mais je suis aussi dans un secteur, la culture, qui a toujours transcendé les clivages politiques. Et l'on peut dire qu'il y a eu des grands ministres de gauche, comme Jacques Lang, il y a eu des grands ministres de droite, comme André Malraux, où on pense à un Jacques Duhamel ou un Michel Guy. J'ai eu directement des prédécesseurs qui ont fait du travail. Moi, je ne m'inscris pas en opposition avec Franck Riester, avec Françoise Nyssen, avec Frédéric Mitterrand. Vraiment, ils ont chacun apporté leur pierre à cela. Maintenant, je suis dans des circonstances abominablement compliquées. Je remplis mon rôle. Madame la ministre, à l'instant, c'est le Figaro, Christian Estrosi propose « Passons un accord avec Emmanuel Macron ». On sent que dans un rapprochement possible avec la droite classique, traditionnelle, il y a un cap qui peut être franchi. Est-ce que c'est bon selon vous ? Le pays est dans une telle difficulté qu'il va falloir quand même surmonter les boutiques politiciennes. Ça, j'y crois profondément. Et il y a vraiment, dans mon ancienne famille politique, même si je ne suis pas adhérente au Parti des Républicains, je l'ai été dans ce qui a précédé les Républicains, à l'UMP par exemple, mais j'ai abandonné les choix purement politiciens. Ça ne m'intéresse plus. Mais s'il y a des gens de bonne volonté de Christian Estrosi, il faut la saisir et il faut vraiment combattre ensemble parce que le pays est quand même dans des très grandes difficultés. Moi, j'assiste un peu estomaqué à certaines universités d'été ou rencontres d'été, puisque ça ne se fait plus, les universités d'été, mais rencontres de rentrée, et j'ai trouvé les discussions tellement décalées, tellement coupées des réalités et des difficultés du pays. Je me suis dit, mais est-ce qu'on ne vit pas dans deux pays différents, parce que je suis confrontée tous les jours avec les difficultés du monde de la culture. La culture, c'est 7 fois, je le répète à chaque fois, mais je m'en lasse pas, c'est 7 fois l'industrie automobile en valeur ajoutée. Enfin, c'est 650 000 personnes qui se demandent ce qu'ils vont devenir, c'est 80 000 entreprises, et on n'en parle pas. On s'en fait des petites querelles politiciennes, mais ça signifie quoi ? Un dernier mot encore, parce que quand même, dans la recomposition du paysage politique, il se passe quelque chose. Quand M. Estrosi dit « passons un accord », quand il dit « ça va être une solution », est-ce que là, d'une certaine manière, le président Macron peut être aussi le président de la droite ? D'abord, je vais dire des banalités, mais quand on est le président, on est le président, on est le président des Français. Ah si, quand même, mais vous croyez plus à rien, Darius Rogemin? Ça me désole un peu. J'espère qu'il sera le président de la droite républicaine. Je pense qu'il sera aussi le président d'un certain nombre d'hommes de gauche. Enfin, quand on regarde ce qui s'est passé dans la crise. Un journal économique le dit ce matin,
ce sont les ménages qui ont été les mieux protégés dans cette crise. La perte de revenus, elle se situe où? Au niveau de l'État, elle se situe au niveau des entreprises. Et le revenu des ménages a été préservé. Mais pourquoi? Parce qu'on est dans un État solidaire, et que le président Macron, ce gouvernement, et le gouvernement d'Édouard Philippe ont voulu protéger les Français. Donc, à un moment, qu'est-ce que c'est la gauche humaniste? C'est une gauche qui veut, comme la droite humaniste, protéger les Français. Donc il faut pouvoir se réconcilier autour de cette réussite de la protection des Français. Roselyne Bachelot, quelques mots sur vous, sur votre parcours. Vous êtes sans doute la personnalité une des plus populaires dans ce gouvernement. Vous avez beaucoup parlé des humiliations de femmes que vous aviez reçues, de ce combat de femmes. Il y a cette scène incroyable. La première fois que vous êtes élu, c'était quelle année? Alors, 1982. Et là, on vous présente en disant son sourire. Voilà, c'est ça, exactement. On vous réduit à ça. Exactement. Oui, mais tous mes nouveaux collègues avaient été présentés de façon, avec leurs titres, leurs engagements professionnels ou personnels. Et moi, j'ai eu comme présentation Roselyne Bachelot, dont chacun connaît le charmant sourire. Et quand j'ai dit que c'était pas acceptable, on m'a dit on m'a dit une chose désagréable, que j'étais une emmerdeuse. Est-ce que ça vous a aidé de vous faire traiter d'emmerdeuse, d'avoir ces humiliations? Est-ce que ça a été un moteur? J'ai été une combattante toute ma vie sur les questions de femmes. Je pense d'ailleurs en ce moment à Gisèle Halimi, aux côtés de laquelle j'ai combattu. On en parlait tout à l'heure. Et véritablement, c'est avec elle que nous avons bâti la loi paritaire, qui est, quand j'étais à la tête de cette structure qu'avait voulu Jacques Chirac pour la parité, l'Observatoire de la parité. Donc je pense à elle qui disait que ces combats doivent être tout le temps menés, qu'on remporte jamais de bataille définitive. Je regardais la photo de couverture, les photos de couverture de Libération. Il n'y a que des hommes sur le Congrès socialiste. Je regardais la photo de la une de l'Équipe. Certes, Alaphilippe mérite la première page, mais les filles de l'OL, elles méritaient aussi peut-être d'avoir la grande photo de une, et elles sont juste en petit bandeau au-dessus. Voilà, ça dit encore des choses de notre société. Il demeure que vous avez très bien manœuvré. Est-ce que cette Roselyne Bachelot-là, on ne l'a pas sous-estimée? Très bonne manœuvrière, très habile. Connaissant très bien, il faut relire vos livres parce que vous connaissez très bien les arrondissements, les petites luttes, etc., d'influence. Résultat, c'est pas mal. Est-ce que je suis une manœuvrière? Oui, arrondissementière, manœuvrière. Oui, je le prends comme un compliment. Vous savez, en politique, si on ne connaît pas un tout petit peu les us et les coutumes, on a la durée de vie qu'on a sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Les grands méchants, les grands crocodiles ont vite fait d'avoir votre peau après vous avoir bien exploité. C'était qui les grands crocodiles? Oh là là, j'en ai rencontré pas mal. Non, mais je suis un être maintenant rempli de mansuétude, d'équanimité. Non, ne me croyez pas un instant quand je dis ça. On vous a sous-estimé beaucoup? On sous-estime en général les femmes. Non, mais vous en particulier. On m'a peut-être sous-estimé parce que on admet que les femmes soient en politique à condition d'être un peu tristes, sérieuses. Je détonne, je suis truculente, je suis avec ma vérité. Je n'essaie pas d'être un autre personnage que ce que je suis. Il y a ce mot tout laid, on disait vous êtes léger, il disait oui léger comme de la cendre. Quand on est léger, ça peut traduire une forme de gravité. Je ne suis pas légère au sens où on l'entend, mais oui, vous parliez de joyeux, vous parlez de cette caractéristique qui peut faire que je lâche une plaisanterie, que je vanne quelqu'un, oui, je le revendique, je ne changerai pas. Avec des hauts et des bas, il y a la vitrine, l'appartement témoin, il y a aussi une Roselyne Bachelot que vos amis ont vu pleurer quand il y avait des bas, notamment pendant les Gilets jaunes. Ça a été une crise pour vous? Morale? Les Gilets jaunes, oui, ça a été une crise parce que je voyais des gens que je connaissais dans les Gilets jaunes. Et je me suis dit, comment est-ce qu'à un moment, c'était les gens de ma circonscription,
je ne peux pas dire, comme certains, que je n'avais pas vu cette chose-là monter devant ce qui se passe, devant un monde qu'on ne comprend plus, et même soi, on ne le comprend pas. Je suis allée au festival d'Angoulême, hein, et j'ai vu un excellent film dans lequel jouent Corinne Maziero et Blanche Gardin, où on dit comment on efface l'historique de ce monde virtuel, de ce monde du numérique, de ce monde où on a le sentiment d'être en pression totale devant quelque chose qu'on ne comprend pas. Et j'ai ressenti ce désespoir des gens qui sont là, qui se tapent contre les murs. Et je me suis dit, moi, politique, qu'est-ce que je peux faire à ces gens, à ces personnes qui ont multiplié les cartes de crédit, qui sont soumis à du harcèlement sur Internet, qui achètent une véranda dont ils n'ont pas besoin parce qu'il y a un opérateur virtuel à l'île Maurice qui leur fait croire qu'ils sont aimés. Et je me dis, mais c'est même plus d'apporter un supplément d'argent ou c'est un supplément d'éducation ou de formation. On se tape contre les murs. Donc ce désespoir, on le partage aussi. Roselyne Bachelot, les prochains jours, le plan de relance, la part de la culture dans le plan de relance, on ne peut pas détailler tout ça parce que parfois il y a des aspects techniques, mais dans la consommation de culture, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire repartir la machine? Quel conseil vous donnez pour ça? D'abord, il faut donner de l'argent, et ça, on le fait, et le Premier ministre et le Président de la République sont évidemment là. Ils m'ont donné les crédits utiles. Ça a d'ailleurs été salué par l'ensemble du monde de la culture qui l'a reconnu. Mais ça ne suffit pas. Certains milieux veulent plus, toujours. Oui, oui, mais bien sûr, c'est normal. Si on donne 2 millions, il en faut 3. Si on en donne 3, il en faut 4. Chacun est dans son jeu, et je le comprends tout à fait. Mais en même temps, il faut d'abord que ce ne soit pas de la mesure uniquement d'urgence. Il faut que ça se poser la question. La crise, elle a été le révélateur d'un certain nombre de dysfonctionnements qui préexistaient. C'est pour ça, par exemple, que je rénove la gouvernance de l'Opéra de Paris. Parce qu'on pourrait se contenter de faire un chèque après le drame qu'a vécu l'Opéra de Paris. Ou que je fais les états généraux des festivals, qui sont si importants pour la dynamisation des territoires. Et puis ensuite, on peut donner de l'argent. On peut réformer le modèle, mais si les gens ne viennent pas, si vous n'allez pas au cinéma, si vous n'allez pas au théâtre, si vous n'allez pas dans les festivals, parce que vous avez le sentiment que vous avez perdu confiance dans la sécurité que ça vous apporte. Et c'est à ça qu'on est en train de travailler. Il faut aller dans les cinémas, il faut aller dans les festivals, il faut aller dans les théâtres, à l'opéra bien sûr, et dans les salles de concert, mais en bâtissant un modèle totalement sûr sur le plan sanitaire, parce que la crise sanitaire, elle va durer. Roselyne Bachelot, quelques mots encore sur vous. Je suis très frappé quand on lit tout ce qui vous a été consacré à la masse, et puis il y a le mélange toujours du personnel et du public que vous assumez complètement. Hein. Non, je ne l'assume pas, parce que je suis quelqu'un d'assez claquemuré. Vous verrez dans les innombrables portraits, je ne suis jamais photographiée avec ma famille, je ne parle jamais de ma vie personnelle. Donc je parle de l'être humain que je suis, parce que ça compte. On est un être incarné dans la politique, mais je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas du tout une exhibitionniste. J'ai traversé cette vie politique sans jamais m'exposer sur le plan personnel. C'est ce que dit, c'est ce moment assez extraordinaire, cette religieuse qui est amoureuse de vous, quand vous êtes toute jeune fille, hein, folle amoureuse de vous, platonique. Elle vous écrit des lettres d'amour incroyables. Hein, et elle a une formule, je trouve, qui en dit beaucoup sur vous. Elle vous appelle Petit Masque. Oui, peut-être. Elle m'appelait mon petit masque courageux. Ouais. Alors, courageux, hein, mais un peu masqué quand même. Quand on disait la dureté... C'est curieux que vous évoquiez ce souvenir dans cette France du déconfinement où on avance masqué. Je ne m'étais jamais fait la réflexion. Et c'est vous un peu masqué? Oui, parce que je suis quelqu'un qui apparaît comme très extraverti, alors que je suis quelqu'un de très pudique et de très dissimulé dans mes sentiments et dans ma vie personnelle. D'ailleurs, qui n'intéresse personne. Tout à l'heure, on parlera, dans le sens de l'info, de la fonction de ministre, de ce que représente être ministre de la Culture. Un mot sur votre lien avec Emmanuel Macron. On parlera tout à l'heure. Hein, Malraux, De Gaulle, Mitterrand, Lang, etc. Macron, c'est l'affaire de votre vie, la grande affaire? J'ai servi 3 présidents de la République comme ministre.
Qu'est-ce qui change là? Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Chacun a sa place à représenter un temps de la politique française. Jacques Chirac, c'est l'extraordinaire victoire de 2002 quand je deviens ministre de l'écologie et où la France se retrouve contre le Front National. Sarkozy, c'est cette volonté extraordinaire, cette façon dont il a surmonté la crise, une crise économique et financière absolument extraordinaire, cette volonté de réformer. Et puis, Emmanuel Macron, après le demi-sommeil de la présidence de François Hollande, c'est la volonté de réveiller la France. Vous êtes comme Sainte-Thérèse, vous choisissez tout, hein, vous les prenez tous. Sinon, je ne les aurais pas servis. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Roselyne Bachelot, vous êtes une mémoire de la République, ça sent vous vieillir. Vous vieillissez vous-même. Donc, je m'autorise, c'est vous-même. Allez, je vais quand même vous poser la question. Vous avez connu tous, vous avez tous rencontré les présidents de la 5e, c'est ça? J'ai rencontré tous les présidents de la 5e, le général de Gaulle, évidemment. J'avais 9 mois et demi. Allez, dites-moi, franchement, oui. Roselyne Bachelot, il n'y a que vous qui pouvez répondre à ça. Le plus intelligent, c'était qui? J'ai jamais rencontré j'allais dire de cons, mais pardon. Oui. J'ai jamais rencontré. Ils étaient tous très intelligents. Le plus impressionnant? Le général de Gaulle, évidemment. Le plus dur, ou le plus méchant même? Le plus méchant. Je dirais peut-être Pompidou. Ah oui. Madré. C'est sans doute le plus méchant. Merci Madame la Ministre. Vous me laissez. Oui, il est l'heure. On va se quitter sur vous vouliez qu'on reste une heure de plus. Sur une chose désagréable. Ah bah non. Quittons-nous plutôt. Vous chantiez beaucoup quand vous n'étiez pas ministre. Oui. On peut chanter encore quand on est ministre? Ah bien sûr. Qu'est-ce que vous chantez? Il m'arrive de chanter au Conseil des ministres et de saluer mes collègues du gouvernement par l'air des pêcheurs de perles, les femmes. Oui, c'est elle, c'est la déesse. Comment c'est l'air du chanteur de perles? Oui, c'est elle, c'est la déesse. Ou par l'air de, je sais pas, vainement, ma bien-aimée, on croit me désespérer, près de ta porte fermée, toujours je veux demeurer. Merci Roselyne Bachelot, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup et on parle de vous encore tout à l'heure dans la 3e partie de cette édition du 20h. Ce sera le sens de l'info, l'éclairage historique sur le ministère de la Culture, l'éclairage des mots, l'éclairage de la presse à venir ou des derniers jours avec notamment ce très beau portrait de Catherine Deneuve. Voilà, et nous sommes rejoints par Mathieu Deldic, notamment, puisqu'on commencera par l'histoire. Bonsoir Mathieu Deldic, voilà, tout le monde se retrouve là, c'est famille. Hein. Alors, Mathieu Deldic, vous êtes dans le ministère Roselyne Bachelot? Tout à fait. Parce que vous êtes conservateur du château de Chantilly, mais vous êtes aussi un des historiens qui apporte dans cette émission l'éclairage de l'histoire. Voilà, on parlait de Emmanuel Macron et Roselyne Bachelot, les présidents, les chefs d'État et les ministres de la Culture. C'est une très vieille histoire. On peut remonter avant Louis XIV déjà. Oui, Louis XIV est peut-être celui qui a lancé la politique culturelle en France. On connaît évidemment le château de Versailles, mais finalement, il s'est, avec l'aide de Colbert, il s'est entouré de tous les artistes. On pense évidemment aux grands écrivains, Molière, Racine, Boileau, aux grands peintres aussi, comme Charles Lebrun. Et il a compris le rôle de la culture et du rayonnement dans son pouvoir, finalement. Regardons les portraits officiels des présidents, c'est extrêmement révélateur et c'est très français quand on voit le général de Gaulle, François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron. Alors à chaque fois, on peut le détailler, la bibliothèque, c'est-à-dire bibliothèque avec de Gaulle, bibliothèque avec Mitterrand et la Montaigne, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que systématiquement, ils sont dans une bibliothèèque avec des livres qui ont un sens pour chacun de ces présidents. De Gaulle, par exemple, c'est la Constitution de la Ve République et puis l'histoire de la Légion d'honneur. Mitterrand, c'est les essais de Montaigne. Et puis, on va jusqu'à Emmanuel Macron, qui a lui-même aussi placé savamment certaines lectures autour de son portrait. Ça, c'est très français. Il y a très peu d'autres États où les chefs d'État veulent absolument dire voilà, que la culture, pour eux, les lettres font partie de leur image d'État.
Oui, on a l'impression qu'on ne rencontre pas la même chose en Italie, en Espagne ou en Allemagne. C'est-à-dire que la culture est vraiment un vecteur de pouvoir. De Gaulle a donné l'impulsion avec le ministère de la Culture. On rappelle cette archive. C'est pourquoi, encore une fois, la culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui, comme elle le fut des civilisations qui ont précédé celle-là. Voilà, le grand couple de la culture, De Gaulle et Malraux. Ensuite, il y a eu François Mitterrand et Jack Lang, furieusement à la mode pendant des années. Voilà, ça continuait, cette tradition-là. Oui, la ministre en a parlé tout à l'heure. Ça fait partie des deux grands groupes, des deux grands duos politiques qui ont marqué l'histoire du ministère de la Culture. Malraux, c'est le créateur, avec le général de Gaulle, du ministère en 1959. Et Malraux, c'était un peu l'intellectuel qui permettait de compenser le côté plus martial du général. Et puis Jack Lang en 1980, avec un renouveau, le doublement du budget de la culture notamment. Avec ces lignes de continuité, quand on revoit Emmanuel Macron, premier pas au Louvre, avec ces scènes qui rappelaient évidemment tout, là, on est toujours dans cette tradition-là. C'est très mitterrandien comme démarche et comme une procession. Et puis le Louvre, ça n'est pas évidemment innocent. Le Louvre, c'est le palais des rois de France. Le Louvre, c'est Napoléon aussi. Et puis, c'est l'histoire de France jusqu'à Mitterrand. Allez, une dernière image, elle est tirée de votre château, chez vous à Chantilly, enfin vous êtes conservateur, c'est Bonaparte comparé à Emmanuel Macron. Pour vous, il y a il y a plusieurs qui ont fait ces commentaires, le tableau est chez vous. Voilà. Il y a quelque chose d'une tradition. Oui, tout à fait. Alors évidemment, le Louvre, c'était évidemment dans cet héritage d'un Louvre créé par Napoléon, en tout cas favorisé par Napoléon. Et puis là, ce qu'on voit avec ce portrait de Napoléon par Gérard, qui est à Chantilly, ce côté très franc, direct, avec ce gros plan sur le visage, évidemment, quand on voit un certain nombre de représentations d'Emmanuel Macron, on ne fait qu'y penser. Mathieu Deldic, merci beaucoup. Très loin de la grande politique culturelle, le langage beaucoup plus direct de Jean Castex avec vous. Mathieu Avanzi, vous êtes le linguiste regardant l'actualité. Ce qui frappait ces derniers jours, c'était énormément commenté. Ce sont les mots, on y faisait allusion tout à l'heure, de Jean Castex, papy et mamie. Évitons que papy et mamie aillent chercher les enfants à l'école, quitte à renforcer le périscolaire jusqu'à ce que les parents puissent venir eux-mêmes les récupérer. Mathieu Avanzi, Monsieur Castex, qui est surnommé lui-même croque-mémé à Prades, parce qu'il a tendance beaucoup à embrasser les vieilles dames, etc., comme ça se fait quand on est un bon maire. C'est quel registre, ça ? L'utilisation de papy et mamie dans la bouche d'un politique tel que le Premier ministre est assez surprenante dans ce contexte, parce qu'on aurait attendu, a priori, grand-mère ou grand-père, ou alors les parents des parents, mais pas papy-mamie qui s'utilise normalement dans le cadre de la conversation pour appeler quelqu'un, quoi. Ça a évolué. C'est quelque chose qui évolue. En fait, l'usage de papy et mamie est assez récent dans l'histoire du français. C'est un usage qui remonte au début du XXe siècle. Vous voyez, on voit sur le graphique ici. Et avant, on utilisait mémé, grand-maman, mémère, qui étaient des mots qui étaient assez vieillis aussi. Et donc, au début du XXe siècle, on a changé ces vieux mots, mémé, grand-maman, bonne maman, pour mamie. Et puis, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a l'effet cyclique. On disparaît, on se défait de papy et mamie, de ces étiquettes-là. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est que dans la France 2020, les régionalismes existent très fortement. Ce que dit M. Castex n'est pas le même que ce que dit quelqu'un d'autre. Elle a là cette carte. C'est ça. Alors, on voit donc la mémère, la bonne maman, la grand-maman qui ont disparu des usages du français, des usages centraux, on va dire. Et puis, on voit sur la carte que c'est des usages qui se maintiennent, notamment dans les périphéries, c'est-à-dire la Normandie, la Lorraine. On a d'autres formes sur cette carte, comme des formes occitanes qu'on voit là dans le sud, mamé, avec mamette formée avec un suffixe français. Et puis, des formes qui sont empruntées aux langues locales, comme amachi dans le sud-ouest, et mamama, une forme alsacienne, etc., etc. Et j'ai appris tout à l'heure à 15h, je ne savais pas que grand-maman, c'est spécifiquement suisse. Je croyais que c'était tout à fait universel. Il n'y a que les... Voilà, ça a eu été français, mais il y a effectivement maintenant que les Suisses qui l'utilisent. Merci Mathieu Avanzi. Et je recommande notamment votre fil Twitter avec toutes ces cartes étonnantes des mots tels qu'ils se parlent en France. Et puis la Minute Star avec vous, Raphaël Baquet. Bonsoir. Bonsoir. Une star sur une star, star de la plume, vous, Raphaël Baquet, une des grandes plumes du monde, sur Catherine Deneuve, la star, l'icône. Ça a été une des séries les plus commentées ces derniers jours, un très grand portrait sans la rencontre.
Oui, parce qu'elle est assez difficile. Vous-même, vous aviez eu une rencontre un peu tumultueuse avec elle. C'est une femme qui organise, si vous voulez, son inaccessibilité. C'est ça ce qui fait les stars, évidemment. Et elle ne parle que lorsqu'elle est en promo. Donc, je me suis cassé les dents. Ça ne m'a pas empêché, d'ailleurs, d'enquêter sur elle. Et c'est peut-être même plus libérateur, d'une certaine façon, parce que c'est une immense actrice, bien sûr, mais c'est aussi une femme qui a beaucoup protégé sa vie personnelle, alors même que le cinéma s'en est beaucoup nourri aussi. C'est le ressort du désir, hein. Oui, ça bien se cache sûr. un peu, ça crée ça Bien marche. sûr. C'est le mystère. Elle le fait pour deux raisons. À la fois, effectivement, pour entretenir le désir, et puis aussi pour essayer de se départir de... C'est compliqué d'être Catherine Deneuve lorsque vous arrivez sur un film. Au fond, vous êtes toujours Catherine Deneuve. Vous n'êtes pas le personnage de tel ou tel. Et ça, c'est compliqué de garder cette fraîcheur qu'elle essaie de conserver. Face à face, étonnant, admiration. Vraiment, il faut lire, je les recommande, vos portraits, ils sont extrêmement beaux. Et en même temps, elle vous menace. Elle vous menace par avocat interposé. Oui, alors qu'elle m'a d'abord donné rendez-vous, puis elle a annulé 1 heure avant le rendez-vous. J'ai compris en enquêtant classique. sur elle que c'était un classique. Et puis, effectivement, quelques semaines après, on a reçu une mise en demeure au journal. C'est rarissime, hein, franchement, surtout pour une actrice, qui nous menaçait de nous attaquer en justice si on publiait des choses qui lui déplaisaient. Qu'est-ce qu'elle représente dans la France d'aujourd'hui? Elle a tout traversé. Elle a beaucoup d'humour, d'ailleurs. Elle se moque parfois d'elle dans les films. Mais qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui? Elle représente l'image même de la France, d'une France idéalisée, si vous voulez, c'est-à-dire une France éternellement élégante, belle, libre et indépendante. Donc bien sûr, c'est pas forcément la réalité de la France, mais c'est la France telle qu'on la fantasme. On parlait avec Roselyne Bachelot de la femme, des combats des femmes. Est-ce elle a été précurseur de ça? Elle dit d'elle-même, je suis virile. Hein. Elle dit, voilà, moi, j'ai pas voulu laisser la virilité aux hommes, je le suis à ma façon. C'est très particulier parce qu'elle attribue toujours, effectivement, à un caractère masculin le fait d'être libre et indépendante. À vrai dire, elle est une sorte de rêve absolu des féministes. Hein. Une femme comme elle, puissante, belle, qui a mené de front carrière et vie amoureuse, c'est formidable. Or, elle ne l'est pas. Elle n'est pas féministe. Et quand on plonge dans son histoire, on s'aperçoit que, certes, elle a signé l'appel en faveur de l'avortement libre en 1971, mais d'une certaine façon, on lui a un peu forcé la main. Hein. Nadine Trintignant m'a raconté dans quelles circonstances ça s'était passé. Et elle n'a jamais voulu, d'abord c'est pas une militante, hein, mais elle n'a jamais voulu justement appartenir à un clan, fût-il celui des féministes, parce qu'elle ne voulait pas non plus compromettre sa carrière, puis parce qu'elle a toujours eu peur de déplaire aux hommes. Raphaël Baquet, vous reviendrez, vous formez une sorte de couple de plumes avec Ariane Chemin, ses grands portraits, ses grandes enquêtes. Vous êtes très redoutable, en réalité. On se met un peu à la place de Catherine Deneuve. Quand Raphaël Baquet ou Ariane Chemin vous appellent pour faire votre portrait, on sait que ça peut être très élégant, très habile, mais aussi assez vachard. Mais je crois au contraire que ça restitue Catherine Deneuve dans toute sa complexité. Ce n'est plus une image glacée, si vous voulez. Ce n'est pas seulement une belle femme. Elle est une belle femme, évidemment. Mais c'est aussi une femme intelligente. C'est aussi une femme qui peut être méchante. Elle peut être aussi extrêmement généreuse. Elle peut être retorse, si vous voulez. C'est ça qui fait la complexité d'un caractère. Et c'est ce qui rend Catherine Deneuve exceptionnelle, à mes yeux. Merci beaucoup Raphaël Baquet, vraiment à lire absolument si on ne l'a pas encore fait dans le monde. Je vous remercie beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette édition de 20h. Rendez-vous demain pour l'interview avec François Molins, l'homme qui a incarné la justice lors des attentats de Charlie Hebdo. Il parlera aussi de la menace actuelle des djihadistes en ce moment en France. Et puis tout de suite, je cède la parole au Grand Soir sur LCI. Merci, à demain.